Nous de même, Guy Diopati Jouvence, nous sommes en plein débat. C'est la première thématique qui est en débat. Est-ce que vous percevez, à votre avis, quelques paradoxes entre la décoration des membres des Task Force Covid-19 et ICANN 2021 et la façon dont ont été gérés justement ces deux segments, CAN 2021 et Covid-19? Non, il faut dire que c'est un bon droit des Camerounais, des citoyens camerounais de recevoir soit une récompense, soit une reconnaissance de la patrie lorsqu'ils ont accompli un travail remarquable, lorsqu'ils ont atteindre des objectifs. Ces épisodes, c'est-à-dire les scandales à n'en plus finir, les scandales à répétition. On a pu voir, moi j'ai pas reconnu un seul des membres du gouvernement qui a été indexé dans les affaires du Covid, à part celui qui disait le discours et qui décernait les médailles. Oui. Donc, je dirais que c'est les Camerounais qui, effectivement, avaient droit à des médailles. En fait, j'ai compris qu'en fait, on a décidé de... Vous savez, quand vous travaillez avec des chefs ou des sommités, lui qui est l'opérateur de saisie, la petite dame, la petite secrétaire, avait ceci, bon, il y avait des colonels, c'est vrai, mais c'est des gens qui n'étaient pas sous les feux de la lampe. Donc, on peut dire que c'est logique, puisque pour qu'ils atteignent leurs résultats, on va questionner leurs résultats, il a fallu que ces petites mains travaillent. Donc, moi, j'ai rien contre les médailles. D'ailleurs, nous savons que vous-même une médaille dans ce pays, parce que même quand vous prenez la chancellerie des ordres nationaux, vous allez comprendre, il y a des gens ici à qui même on colle une médaille sur la poitrine, vous cherchez ses faits d'armes, vous cherchez même ce qu'il a pu faire pour la nation, vous ne voyez pas. Donc on sait que c'est des affaires de plaisanterie, parfois entre copains ou des gens parfois qui monnaient et qui achètent cette distinction-là. Donc pour moi, je pense qu'on peut évacuer ça d'abord à ce niveau. Ils méritaient peut-être leur médaille, il n'y a que leur chef pour savoir qui a fait quoi et qui méritait quoi, donc on ne peut pas aller plus au fond. Je crois aussi que le message de cette cérémonie de distinction était aussi simple. C'est-à-dire que celui qui décernait les médailles, avant que je ne parle de son discours, nous a indiqué clairement qu'il y avait deux types d'acteurs dans ces affaires de scandale Covid et Cannes. Qui avaient les mains, il y avait des acteurs qui avaient les mains sales. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit: vous n'avez reçu aucun frais de mission. Le peuple camerounais trouve désormais les gens à qui il doit demander son argent pour les cannes, la canne, trouve son argent pour les fonds Covid, vilipendé. Il faudrait absolument qu'il enlève tous ceux qui ont les médailles. Ça veut dire que celui qui n'a pas la médaille dans les affaires Covid et dans les affaires cannes est coupable. Aucune récompense, on peut comprendre en langage de corruption, aucune rétrocommission. Vous comprenez? Voilà. Une fois que je l'ai dit, je peux évoluer. Dans le discours, on peut se rendre compte que celui qui pose la question, est-ce que nous avons le même rapport de la Chambre des comptes? Mais j'ai compris que c'était une figure de style. Puisque quand il a poursuivi, il a fait savoir que vous et moi ici sur le plateau et tous ceux qui se retrouvent sur l'autre plateau, depuis 2-3 ans sur ces affaires-là, on était à côté de la plaque. Et que nous vivions dans nos imaginaires, nous inventions des choses qui n'ont jamais existé. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de le dire, l'homme s'attrape à sa langue. Et donc, il est allé jusque-là. On a compris que il est vraiment rentré dans la rupture même de la cohésion gouvernementale. Parce que quand vous êtes dans un discours comme celui-là, vous décernez des médailles. Le représentant du PCRN l'a dit. Oui. Vous décernez des médailles, faites-le simplement, sobrement, sans avoir besoin d'indexer qui que ce soit ou d'être pratiquement insultant, excusez-moi le terme, pour le peuple camerounais et pour ceux qui s'évertuent au quotidien à questionner la gestion et la gouvernance dans ce pays. Donc lui, il dit le rapport de la Chambre des comptes, nous on a eu le même rapport, la Chambre des comptes n'est aucunement élogieuse de ces gestionnaires des fonds Covid, encore moins des fonds de la canne. Elle n'est aucunement élogieuse. Ça veut dire en d'autres termes que le monsieur, non seulement, il a pris en porte-à-faux les autres membres du gouvernement, à qui il a voulu dire c'est vous les responsables de ces scandales-là, pas moi, ici, avec ma task force et mes petites mains auxquelles je suis en train de donner des médailles. Sur les instructions du président, premièrement. Deuxièmement, il a voulu nous dire que
le président de la République est un insensé. Puisque le président, c'est lui qui a diligenté une enquête sur les fonds Covid. Diligenté une enquête. Certains ministres même, du moins l'essentiel des ministres qui sont intervenus à la chaîne Covid, ont été entendus. Même madame le ministre de la Recherche, elle se plaignait qu'on me questionne sur 2 milliards, 2 petits milliards que j'aurais reçus pour acheter, pour fabriquer des comprimés, alors que on n'a toujours pas notre FIP en grâce. Nous les Camerounais. Donc, il montre effectivement que son chef était un insensé. Si donc les fonds Covid ont été bien gérés, d'où vient-il donc que son patron ait commandité une enquête? Et que lui vienne maintenant nous dire que ça a été très bien géré. Et que vraiment, il n'y a rien à voir de son côté. Parce que c'est ça son message. Bon, comme il n'y a rien à voir de son côté, j'ai fait un intermède avant de passer aux autres membres du gouvernement pour dire que c'est là le petit drame de la gestion politique des choses sous Biya. Je crois que Biya veut l'exposer suffisamment. Parce que vous savez, c'est trop facile quand vous êtes un chef et que vous êtes derrière un bureau, qui plus est, vous êtes secrétaire général, président de la République, vous envoyez allez voir tel ministre, vous signez telle chose sur votre instruction, sur ceci. Personne ne vous voit jamais. Vous ne parlez même jamais. Mais Biya a voulu qu'effectivement, qu'il dise ses discours, qu'il vous invite les journalistes, que vous le filmiez et que voilà, il est pris. Parce que lorsque le moment est venu, il faudra le prendre pour aller se justifier. Je crois que la preuve est là. Il faudra bien qu'on lui montre son propre discours. Et qu'on lui demande sa part de preuve à lui pour montrer que lui, il n'y a rien à voir chez lui. Parce qu'il a dit que le rapport de la Chambre des comptes ne le connaît pas. Donc il faudra que lui nous apporte sa part de preuve. Parce que le rapport de la Chambre des comptes que le ministre de la Justice a eu, que nous, le peuple camerounais, avons eu, indexe justement la gestion des task force qui ont été appelés à la présidence. Autre chose donc, c'est pour dire quoi? Il ne peut pas nous dire qu'il n'y a rien eu. Quand vous créez déjà une task force dans une affaire normale que le président de la République a commandée, c'est-à-dire la gestion du Covid au niveau de la primature. Oui. Parce que le président avait instruit le Premier ministre d'opérer un dispatching des fonds Covid pour la gestion de cette pandémie. Souvenez-vous, le Premier ministre avait pris, il avait signé soit un communiqué ou un arrêté, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait signé, en donnant des montants par ministère. Souvenez-vous très bien de cette affaire en fin 2020, mai 2020, je peux me tromper. Alors, quand on crée déjà une task force dans une affaire qui ne vous concerne pas, ça veut dire qu'il y a eu problème. Parce que le président n'a jamais créé de task force dans le Covid. Il a confié la gestion de 180 milliards au Premier ministre qui a signé un texte pour dispatcher ces fonds au ministre. Ça veut dire que tout était au niveau de la gestion du Premier ministre. D'où vient-il donc que le secrétaire général président de la République ait récupéré la gestion du Covid à travers les task force? Ça veut dire qu'il y avait un problème. Nous ne disons pas que les task force ne devaient pas être créées, mais nous disons que l'existence ou la survenance des task force explique justement le fait qu'il y avait une mauvaise gestion dans les fonds Covid. Je reste d'abord sur les fonds Covid. Parce que c'est ça d'abord, parce que dans le management, un acte qu'on pose vise toujours à régler un problème, à apporter une solution. Si vous apportez une solution, ça veut dire qu'il y avait un problème. Si vous réglez un problème, ça veut dire qu'il y a une solution en vue. Si tu me permets. S'il vous plaît. Donc, je voudrais le dire comme cela, pour comprendre que le fait même que lui, le secrétaire général, soit venu entrer dans les fonds Covid, dans la gestion des fonds Covid, est déjà un problème. Et déjà une anomalie de gestion. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas dire que ce sont les ministres qui ont été un problème dans la gestion du Covid, puisque lui-même, il est entré dans la gestion des fonds Covid. Il y a des entreprises. On a vu la liste des entreprises. On a vu des ministres qui ont écrit, comme le ministre de la Santé, qui a refusé de donner des marchés à des entreprises qui étaient recommandées par la présidente de la République, donc par la task force. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne peut pas se disculper. Il ne peut pas se disculper. Il est dans le problème. Et s'il est dans le problème, il ne peut pas être dans la solution. Donc, je vous ai sorti, pour ne pas être plus long, en disant que la même chose pour la CAN. Ils ont impliqué, ils ont amené le président à mentir à la République. En faisant quoi concrètement? 2017, quand il reçoit les finalistes de la CAN, il dit la CAN 2019 aura lieu le jour 10. Souvenez-vous, en effet. Monsieur Bikoy. Oui, oui. Mais c'est un mensonge d'État. 2019, on n'a pas eu de CAN. La CAN a glissé. Il n'y avait pas encore le Covid. Il n'était pas encore question de Covid. Parce que nous devions jouer notre CAN, je crois, en janvier 2019. Le Covid arrive en 2020.
Vous comprenez? Oui. Ils ont fait mentir le chef de l'État. Et on sait, Piccini a été appelé. Et puis on sait ce qui s'est passé. On est allé chercher McGill, qui est une entreprise française, une filiale de Fayol. Parce que lorsque le conflit avec McGill commence, McGill Canada écrit qu'il faut enlever notre nom dans cette affaire-là. Je parle simplement pour qu'on se comprenne. Que nous, on ne connaît pas votre McGill qui a fabriqué ou qui est venu gagner le marché de la canne chez vous. McGill Canada a écrit, noir et blanc. Et on s'est rendu compte que McGill France, là, c'est un ancien légionnaire français qui gère cette affaire-là. Dans les micmacs terribles. Et pour mouiller le président, pour le lier, ils ont même dû impliquer les fils du président, les enfants du président. Vous avez suivi les enfants du président avec le stade de Douala, je crois de la réunification ou autre chose comme ça. À qui ils ont donné des marchés? Quelque chose qu'on ne fait jamais. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que le moment venu, lorsqu'il faudra questionner, le président devrait être embarrassé. Parce que s'il doit punir, s'il doit sévir, il va se dire, mes enfants aussi sont quand même dans cette affaire-là. Vaut mieux que je classe le dossier. Vous comprenez? C'est ça donc, les dangers de notre technostructure. Les dangers de la gestion de ce pays. C'est-à-dire, ils ont compris le fonctionnement de Paul Biya. Ils ont compris les faiblesses de Paul Biya. Ils savent où toucher pour pouvoir le lier dans leur malfaisance. Ils savent où toucher pour pouvoir le lier dans leurs agissements contre nature, contre la patrie, contre la nation, contre l'intérêt général, contre l'avenir. Donc, M. Bikoy, je vais dire que, pour sortir, que j'ai vu un monsieur très à l'aise dans son discours et qui m'a paru connaître suffisamment les faiblesses du président. On ne peut pas venir parler des scandales Covid et Cannes avec un tel ton si on ne sait pas sur quoi on compte. Je suis certain que ce monsieur ne compte pas sur Paul Biya. Il compte sur quelque chose de supérieur à Paul Biya, qui est autour de Paul Biya et qui contrôle plutôt Paul Biya. De quoi s'agit-il alors? Je vous ai seulement dit à chacun de réfléchir. Il y a chacun d'en juger fort opportunément. Alors, Évariste Longadito, lorsque vous voyez justement ce développement-là, finalement, opérons également le questionnement sur le résultat de la gestion de la pandémie Covid-19 et 2 millions. Et tant que le peuple lui-même ne se lève pas comme un seul homme pour aller chasser celui qu'il a élu, moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas porter sur moi cette responsabilité. Je sais qu'il y a des leaders qui demandent aux enfants d'aller lui jeter les pierres quand ils dorment en Suisse, sous la fenêtre. Je sais qu'il y a des enfants, des leaders qui disent il faut que tout le monde aille dans la rue. Non, moi je ne suis pas de ce genre. Je pense que la jeunesse peut prendre le pouvoir en tout respect des institutions. Et comme j'ai l'habitude de le dire, parce que ça veut dire qu'il ne me suit pas dans mon discours quotidien. Biya n'est plus Biya, l'individu de sang. Quand il est président de la République, il devient une institution. C'est pour ça que dans la Constitution, on dit le président de la République. Ça veut dire, monsieur Bikoy, vous êtes mon ami depuis longtemps, mon frère. en effet. Le jour où on dit que vous êtes président de la République, je prends d'abord certaines distances avec vous parce que je ne peux plus vous dire certaines choses comme avant. Vous comprenez? Vous n'êtes plus l'individu de chair seulement. Vous incarnez désormais une institution. Et ce n'est pas pour autant que comme je vais vous combattre parce que je veux votre place, et d'ailleurs ce n'est pas mon cas, je ne veux pas être président de la République, je vais finalement dire qu'on vienne vous jeter, on vienne vous attraper, on aille vous égorger parce que quelques individus autour de vous que vous avez choisi en bon casting ou en mauvais casting ont volé ou c'est pas trop, vous comprenez? Non, c'est pas ça mon rôle. Je laisse ce rôle de casse-cou aux autres leaders des partis politiques qui pensent qu'on peut mettre un chef bandit et ses bandits dans une calebasse et puis les jeter à l'eau. Non, moi je ne suis pas. Dans la stratégie politique, nous disons, Paul Biya, le seul sort qu'il mérite est celui que le peuple lui réservera. Mais nous devons et nous pouvons l'amener à nettoyer déjà, à faire de meilleurs castings jusqu'à son départ. En lui disant ce que ses collaborateurs font au quotidien de mal aux Camerounais. Vous comprenez? En créant un choc psychologique, un choc social auprès du peuple et en l'imagerie populaire pour que le peuple, s'il pense que nous avons raison, aille sanctionner Paul Biya en 2025. Mais ce n'est pas moi. Je ne vais pas amener la jeunesse à ça. Moi, je ne peux pas. La malédiction. Si vous ne jetez pas les pierres à vos chefs dans vos villages, si vous ne bastonnez pas vos parents dans vos familles parce qu'ils ont choisi des épouses que vous estimez être mauvaises. Donc c'est moi qui vais venir prendre vos fils, vos enfants pour les amener à prendre la malédiction sur un vieillard de 90 ans. Non, moi j'ai dépassé ce genre de politique.
Donc, je pense qu'il gagnerait mieux, votre auditeur, à mieux m'écouter, à suivre ma logique. Je n'aime pas expliquer ça, parce que j'estime que c'est trivial, c'est tout à fait simple et c'est basique. Je vais rentrer sur le sujet, si vous me le permettez. Allez-y. Il n'y a pas de débat sur les rapports de la Chambre des comptes. Quelle est la ligne rouge des rapports de la Chambre des comptes? C'est un problème de délai. La Chambre des comptes dit, vous étiez censé utiliser cet argent dans l'urgence, et ça supposait, l'urgence supposait 1, 2, 3 mois maxi. Pour les 3 premiers ministères, on voit que l'urgence n'a pas été respectée. Dans le deuxième rapport, de 20, le rapport, la Chambre des comptes dit, voilà, vous avez eu tout cet argent. Mais on a comme l'impression que vous avez multiplié les goulots d'étranglement pour la procédure de satisfaction de la cause Covid. Vous comprenez? Et qu'en multipliant ces goulots d'étranglement, on voit qu'il y a non seulement des pertes d'argent, mais aussi des utilisations non orthodoxes de cet argent. Dans le troisième rapport, donc, qui est plus complet, puisque la task force est arrivée 1 an après, la Chambre des comptes dit tout simplement, je me rends même compte que, au départ, vous n'avez pas respecté les délais, vous avez utilisé votre argent là très tard, donc à la fin, on se demande à quoi aurait servi cet argent, puisque les Camerounais sont morts entre-temps, alors qu'il y avait l'argent. De deux, c'est que je me rends compte, moi, la Chambre des comptes, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des surfacturations, des détournements. Puisque dans le troisième rapport, on nous établit par exemple que le ministère de l'administration territoriale a eu des dons de kits Covid, des dons au nom de l'État du Cameroun et allait les vendre au ministère de la Santé. D'ailleurs, le Premier ministre a dû signer une lettre pour demander au MINAT d'aller rembourser cet argent. Parce que le MINSanté avait effectivement fait un virement de près de plus de 250 millions. 15 000 tests. Vous comprenez? Oui. Donc le rapport de la Chambre des comptes relève cela. Épingle le minérésie. Vous dites, on vous a demandé de fabriquer, je sais où c'était quoi, l'azithromycine et tout ça. Vous ne l'avez pas fait. On a épinglé tous les autres là. Donc c'était ça. Donc il n'y a pas un conflit sur la Chambre des comptes a dit, la Chambre des comptes est claire. La gestion de les fonds Covid n'a pas respecté les règles de l'orthodoxie générale des fonds publics, mais en plus, les règles de l'urgence qu'imposait la gestion du Covid, puisque les morts se comptaient à l'appel. Donc on aurait pu penser qu'on devait passer par des procédures effectivement d'urgence comme cela a été commandé. Et c'est sur cette urgence-là que justement la présidence de la République a profité pour dire au président, comme ils ne veulent pas faire vite, consommer vite l'argent là, nous on va le consommer très vite, alors on prend cette affaire. Parce que c'est là où ils ont profité. Hein. Vous comprenez? On comprend même peut-être que c'est peut-être le premier rapport de la Chambre des comptes qui a inspiré même la task force, qui a inspiré la présidence, pour dire attention, on guettait l'argent là depuis là, on ne savait pas par où commencer pour entrer dans l'argent là. Maintenant, la Chambre des comptes nous dit que ils ont envie d'utiliser leur magouille habituelle là, parce que vous savez, quand une procédure traîne, c'est qu'il y a les rétrocommissions. Certainement celui qui doit gagner le marché tarde à venir donner. Alors on dit, on attend. Quand il va venir donner, on va lui donner le marché. Le temps passe, le temps passe. La présidente dit, voilà une faille. Donc ils ont profité de cette lenteur-là pour rentrer dans la gestion des fonds Covid. Mais maintenant, que ce soit dans les ministères, que ce soit la task force, la Chambre des comptes est claire. Vous êtes tous des détourneurs. Je parle simplement. Je vais vous dire une chose que moi je suis, vous savez, je vous ai dit l'expression visagère du secrétaire d'État, du secrétaire général ministre d'État, le président, quand il parlait, m'a beaucoup impressionné. Dabo est mort. Hein. Dabo est mort. Oui. Mamadou Dabo. Dabo est mort. Et on sait dans quelles conditions il est mort. C'était lui, non, le consul. Le consul honoraire de la Corée du Sud. Oui. Il est mort, on sait dans quelles conditions il est mort. Et on sait quelle est la pression que sa famille a reçue. On sait quelle était son implication dans le Covid. On sait les marchés qu'il a dû gagner et qui étaient épinglés par la Chambre des comptes. On sait qu'il avait recommandé au ministre de la Santé. On sait quel fonds il a géré, qu'il a mal géré. On sait, mais il est mort. Et quand je regardais l'expression visagère du ministre d'État, je me disais, qu'est-ce qui peut faire sa joie? Quand vous voyez un bandit qui a volé, je ne dis pas qu'il est un bandit, et qui jubile devant un juge, vous vous dites, qu'est-ce qui fait sa force? C'est sûr qu'il est certain qu'on ne peut pas découvrir où est-ce qu'il a fauté, où est-ce qu'il allait cacher le corps du délit. Hein?
Ah, le secrétaire d'État à la santé, il est mort. Il est Ali mort, l'ancien Lamido de Garoua. Il est mort. C'est lui qui était la cheville ouvrière du Covid. C'est lui. C'était l'État en charge des pandémies. Tous les dossiers de fond du Covid, c'était lui. Mais il est mort bizarrement. Cet aîné, moi je connaissais un monsieur tranquille, sans problème. Puis nous, on ne lui connaissait pas un état de santé Très bonne hygiène. critique, une hygiène de vie nickel. Du jour au matin, du jour au lendemain, il est parti. Il est mort. Et tout ça, vous ne vous posez pas de questions. Que c'est toujours dans cette petite période-là. Quand on commence à... Parce que d'abord, quand les rapports de la Chambre des comptes commencent à sortir et on épingle la gestion du Corée du Sud, même tout l'ambassadeur de la Corée du Sud a été impliqué. Parce qu'il a pris ses pieds, il allait voir le PM. Parce qu'il est établi, il est parti voir le PM pour peser de tout son poids. Pour que Medellin, d'abord, puisse gagner ses marchés. Et Medellin était une recommandation de qui? Vous voyez? Non, monsieur Bikoy, quand j'ai vu la joie sur le visage du secrétaire général, je me suis dit, Seigneur, il y a un problème. Ce monsieur, il sait sur quoi il compte. Il sait sur quoi il compte. Mais allons-y encore même plus loin. Vous savez, rentrons même dans la gestion des fonds publics. Il y a deux individus qui interviennent dans la gestion des fonds publics. De qui s'agit-il? Important. Il y a l'ordonnateur et il y a le comptable. Faites très attention. Les ministres, quand la task force est arrivée, elle a enlevé le pouvoir d'ordonnation financière aux autres ministres. Le comptable est resté le MINFI. Le comptable n'est qu'un exécutant. Parce qu'en fait, c'est l'ordonnateur qui est en fait ce juge-là, qui regarde la nécessité de la dépense et se dit, on va faire comme ça. Il ordonne. Le comptable est là pour vérifier que, bon, est-ce que cet argent-là est destiné à ce qu'on me demandait de faire? Donc, le juge de la régularité. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir vous dire que, pendant que la Chambre des comptes dit tout était mauvais, quelqu'un vient vous dire, non, on n'a rien à voir. Il faut voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Il n'y a rien à voir ici à la présidence. Vous comprenez? La task force est devenue l'ordonnateur des fonds Covid. Et quand vous êtes ordonnateur des fonds Covid, on ne va pas s'occuper du comptable seulement. Encore que le comptable même peut être dédouané, puisque lui dit, moi je recevais seulement des ordres de paiement et je payais. D'ailleurs même qu'on a dû créer même des caisses, où c'était des caisses d'avance, ou je ne sais pas comment ils appellent ça au ministère de la Santé, pour que ça aille vite là-bas. C'est-à-dire que le gars, je me souviens même d'une affaire il y a une affaire de fonds Covid là-bas aux finances, où le comptable dit, j'ai reçu 34 milliards, le ministre dit, non, tu ne peux pas dire ça, moi je sais qu'il y avait 45 milliards, et tout, il y a eu un problème de 10 milliards qui avait disparu là au milieu. Comprenez? Voilà les problèmes qu'il faut soulever. Rentrons donc dans l'affaire pour dire que le président est comptable. Mais moi, je n'ai pas la force ni le suicide assez évolué pour demander à l'élu des élus de s'aller se pendre parce qu'il a mal géré. Je m'occupe de ses élus. Je m'occupe de son casting. C'est ça ma logique, vous comprenez? Dans cette affaire, le secrétaire général de la présidence de la République a agi en fonction sur la délégation de signature permanente qu'il a. Sauf que quand on va le traîner, si jamais il est toujours là, si jamais on réussit à l'avoir, puisque lui sait sur quoi il compte, parce qu'il sait certainement qu'il n'ira jamais, il ne va jamais aller devant un juge. Si jamais on l'amène devant un juge, il y a une chose qu'il devra nous prouver. À certain moment, il avait été convoqué. Est-ce qu'il y était? Non, il avait refusé, il s'était barricadé, enfin, selon ce qu'on a eu comme information. Quand il sera devant un juge, si jamais il y va, puisqu'il est très sûr de lui apparemment, quand on regarde comment il fonctionnait hier l'autre jour, il faudra bien qu'il nous apporte la preuve que le président de la République lui avait dit de créer la task force. Parce que moi j'ai vu des procès sur les opérations éperviers. Par exemple, sur l'affaire de l'avion. Quelqu'un vous dit devant le juge que non, le président m'avait demandé de le juger, dit apporte l'acte. Il dit non, c'était une instruction verbale. Le juge dit ici c'est les preuves matérielles. Comprenez? Donc j'espère que quand il ira devant le juge, si jamais il y va, qu'il va nous apporter la preuve que là le président écrit que monsieur le secrétaire général, j'ai l'honneur de bien vous demander de bien vouloir créer des task force pour la gestion du Covid. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il aura beau présenter la délégation permanente de signature, dans cette délégation il n'est écrit nulle part que vous devez créer les fonds Covid, les task force. Vous comprenez? Il doit nous prouver ça quand il ira devant le juge. De deux, c'est que il devra aussi nous prouver que c'est le président qui lui demandait de choisir des entreprises qu'il allait recommander au ministre de la Santé dans la gestion du Covid. Vous comprenez? Il devra aussi nous prouver
que c'est le président de la République, je rentre aussi dans les affaires de Cannes, Oui. qui lui a demandé d'aller trouver Piccini ou de proposer au MINSEP de déjouer toute la chaîne de tout ce qu'on a connu dans les finances de la Cannes pour arriver à ce niveau-là. C'est qu'il nous va aussi nous dire que c'est le président qui a décidé, il doit nous apporter la preuve qu'il a cherché MacGill, la nébuleuse, avec un ancien soldat français à la tête, au lieu de MacGill Canada que tout le monde connaît. Il devrait nous apporter cette preuve-là, parce que c'est très important. Vous savez, dans la gestion des hommes, Monsieur Bikoy, quand vous avez géré un petit pan de l'État, il y a une façon de fonctionner. Quand tu es malin, quand vous remarquez que votre chef vous donne un certain type d'instructions, notamment des instructions verbales, faites attention. Ça veut dire que lui sait le problème qu'il y a au fond. Il connaît le résultat qui peut être mauvais qui peut arriver. Vous comprenez? C'est à vous, parce que vous devez exécuter. C'est à vous d'être sage, comme on dit souvent, d'être sage. Bon, je crois aussi que quand ils ont agi comme cela dans les affaires Cannes Covid, c'est que beaucoup, et là, M. Bikoy, je vais vous dire certaines choses, je sais que vous le savez, beaucoup étaient sûrs dans les affaires Covid que Biya n'allait pas survivre en 2022. Vous savez, hein, quand vous regardez très bien les aînés, toute la période 2020-2022, le brouhaha gouvernemental auquel on a assisté. On se posait des questions que, est-ce qu'on est encore dans un pays normal? Où des ministres se marchent dessus, ils s'engueulent, ils s'y poussent. Vraiment, on se dit, mais est-ce qu'il y a encore un président dans ce pays? Le premier ministre était devenu le marchepied de tout le monde. Le marchepied. Et il le demeure. Et il le demeure, d'ailleurs. On a même vu les ministres saboter le grand dialogue national, les résolutions du grand dialogue national que pilotait le premier ministre. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils sont toujours membres du gouvernement aujourd'hui. Beaucoup savaient que ce monsieur ne sera même plus en vie. Et c'était tellement vrai. Parce que c'était tellement vrai. Parce que nous autres, quand on observe de loin, on a vu Biya se cacher pratiquement. Puisque je sais que nos amis du MSC disaient le pays n'est pas gouverné. On ne voyait pas Paul Biya. Donc de temps en temps, quand il mettait un peu de pression aussi, on voyait le président apparaître, accueillir un ambassadeur. On dit, ah, il est vivant. Il est vivant. Hein? Vous voyez? Donc ils étaient certains. Mais j'ai comme l'impression que depuis qu'il est revenu des États-Unis, beaucoup de choses ont changé en lui. Il est reparti en France au sommet de la finance internationale. Beaucoup de choses ont encore changé en lui. Quand il est allé en Russie, on a vu beaucoup de vigueur. Et remarquez bien le contraste de l'atmosphère gouvernementale. Les ministres sont devenus quoi? Tranquilles. On n'assiste plus au grand désordre, n'importe qui dit quoi sur n'importe qui, ainsi de suite. On a comme l'impression qu'ils sont entrés dans une peur certaine. Et puis, avec l'affaire Martinez-Zogo, on a encore vu comment la température a encore drastiquement baissé au sein du gouvernement, parce que quand il a instruit l'enquête auprès de la gendarmerie et de la police, ils ont dit, ce monsieur est vivant, il peut encore nous faire quelque chose. Mais on a comme l'impression que depuis 1 ou 2 mois, les Moulinex et tout ça se sont encore réveillés, et les gens commencent à bavarder encore fort. On a comme l'impression qu'ils ont encore eu une autre information, peut-être que nous on n'a pas encore, peut-être que Biya ne sera plus avec nous bientôt. Mais moi je dis que je reste arc-bouté sur cette position, c'est-à-dire que moi, je soutiendrai toujours les institutions avec mes enfants dans mon parti jusqu'à ce que Biya nous dise que soit je ne veux plus, soit on constate un matin qu'il n'est plus. Alors, je vais respecter celui qui viendra après lui. Vous comprenez? Parce que je suis toujours dans la même logique. L'affaire de la Cannes, l'affaire du Covid sont des affaires sur lesquelles nous devons tenir absolument pour demander justice au président. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas sommeiller. Il ne peut pas laisser ces gens faire cela au peuple camerounais. Nous savons qu'après tout, et d'ailleurs les mines disaient que c'est l'argent des impôts, c'est-à-dire la douane, les impôts simples, la taxation, l'assiette, qui nourrit le Cameroun, parce qu'en fait nos ressources sont encore intactes dans notre sous-sol, on n'a pas encore rien exploité, le petit pétrole, le limbe, c'est rien du tout, comprenez? Mais il reste quand même que, même si les aînés croquent ces impôts-là, si on ouvrait seulement, imaginez si on ouvrait seulement un puits de bauxite quelque part, un site quelque part, avec des milliers de milliards, imaginez quel serait le niveau de vol dans ce pays. Donc je vais sortir en disant que le secrétaire général de la présidence de la République ne peut pas ne pas être comptable de cela, vous comprenez? Ce qui nous intéresse, parce que les médailles qu'on a décernées, c'est une action purement administrative, Oui. mais qui n'arrête aucunement l'action judiciaire ou les enquêtes, vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, le président a simplement gardé l'action judiciaire dans son coude. Et quand vous le voyez agir, s'il a autorisé cette distinction-là, vous comprenez peut-être qu'ils ont mis la pression au président. Et le président a parfaitement compris, parce que le président, il n'est pas fou. Il sait qu'ils savent pertinemment ce qu'ils ont fait dans les affaires Covid et Cannes, et qu'ils ont besoin de relooker leur image auprès du peuple camerounais
Et le président a compris que bon, si ces distinctions peuvent les aider à avoir un peu de morale, bon, allez-y, donnez des médailles. Et faites-en ce que vous voulez, le coup politique que vous voulez, pour choquer aussi vos ennemis, parce qu'il s'agit des ennemis entre eux et au gouvernement. Parce que tout le message qu'il a passé là, c'était pas à nous, le peuple. Hein. Parce que le peuple, moi je vois des gens, c'est moustillé. Non, c'est pas à nous qui passons, mais c'est aux autres membres du gouvernement, avec qui il est en bataille, pour dire, vous voyez, c'est moi le chef. J'ai le chef dans ma main. Il fait ce que je veux. Il mange dans ma main. J'ai le contrôle de l'État. J'ai le contrôle du président. C'est voilà tout le message du RGPR l'autre jour. Vous comprenez? Mais je vais vous dire, M. Bikoy, que quand vous arrivez à cette logique de travail, il faut se poser une autre question. Laquelle? Quand est-ce que Biya va sanctionner? Parce que là est tout le problème. Je sors donc avec les affaires de Paris, puisqu'on a évoqué McGill, Paris. Pourquoi est-ce qu'il jubile? L'une des raisons pour lesquelles ils jubilent et que moi je ressens, c'est qu'ils ont réussi à convaincre le président de renoncer à l'action devant la cour d'arbitrage de Paris. Comme j'ai l'habitude de le dire, en matière d'arbitrage, vous avez la possibilité de dire au juge, arrête-toi ici, on rentre négocier au quartier, tant que la sentence n'est pas donnée. Comprenez? Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'on dit maintenant que McGill revient recommencer. McGill vous demande 15 milliards. Donc vous voyez que McGill est comment dire, un garçon d'église pour perdre 15 milliards comme ça. Vous comprenez que qu'est-ce qui s'est passé? Quand le président décide de demander au ministère des Finances et au ministère de la Justice de commettre des experts pour nous défendre, pour défendre ce dossier à Paris, ceux qui étaient dans la task force, parce que vous comprenez que c'est la task force, ils ont compris que si on va devant le juge arbitre, les vérités vont sortir. C'est-à-dire que c'est là-bas que McGill va donc sortir les vérités pour dire, vous m'avez demandé telle rétrocommission pour avoir ceci. Vous m'avez recommandé telle entreprise. Je vous ai donné tant. Comme on a fait avec les affaires de Glencore. Oui. Hein? C'est là-bas que les vérités allaient sortir. Donc le président savait bien. Intentionnellement, il savait. En demandant, allons défendre ce dossier, puisque les gars disent au Cameroun que nous ne demandons rien à McGill. Allons donc chez le juge arbitre. McGill va nous dire devant un juge ce que nous on lui doit. Ils savent que les vérités allaient sortir. Donc techniquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au président, ils ont dû appeler McGill pour dire, écoute, tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. On négocie. Et certainement, nous, on va s'arranger à convaincre le président de ce que tu viens de finir le reste du travail. Pour la reprise des travaux. Donc les 15 milliards là, on va certainement surfacturer le reste de l'œuvre à opérer. Et dedans, tu vas trouver tes 15 milliards. Parce que c'est ça, vous comprenez que c'est ça la technologie financière. Le montage financier qu'ils ont dû trouver. Pour convaincre le président de dire que de lui donner 15 milliards et trouver encore un autre opérateur qui vient de finir ça va coûter cher. Comme peut-être les travaux vont nous coûter, monsieur le président, peut-être 80 milliards. McGill est prêt à prendre 60 milliards, sachant peut-être même que les travaux là, c'est à peine 30 milliards. Vous comprenez? Et que dans le deal, il aura ces 15 milliards. Et certainement, eux encore, ils auront encore d'autres meilleurs rétro-commissions. Voilà le fond de l'affaire. Mais le président, je crois qu'il n'est pas fou. En le faisant, je ne suis pas sûr que c'est eux qui vont exécuter ces marchés. Je ne suis pas certain. Ce que nous voyons venir est tellement violent. Que ce soit sous Biya, que ce soit après Biya, ces gens ne vont jamais exécuter au Lembe. Je ne suis pas sûr qu'ils seront encore là. De toutes les façons, qui vivra fera. Lisons quelques messages parvenus sur la page Facebook Panorama, puis l'émission est diffusée en direct.